On va donc changer de contexte. Je vais donc céder la parole à Sabine Grottembril, Lucie Lemoigne et Clara Pratt. Donc c'est une communication en trio où elles vont nous parler donc de la Villa Aleros des Pierrues. Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter les peintures qui ont été trouvées dans la Villa de Léros à Épierru sur le site dit Les Terres Noires. Ce travail a été réalisé donc par l'équipe du CEPMR, Lucie Lemoigne, Clara Pratt, Pauline Brousse et moi-même. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre d'un groupe de travail sur Épierru Valangoujar, dirigé par Claire Besson du SRA, et on a reçu également le soutien logistique du musée de Guiry, et merci à François Collineau pour sa collaboration. Donc voici le site dit des Terres Noires qui regroupe toute une agglomération en fait, et la Villa de Léros que vous avez ici à gauche a été déjà porte son nom à cause, enfin encore pas à cause, mais dû à la découverte en 1951 d'un Éros en bronze qui aujourd'hui fait partie des collections du Louvre. Vous voyez que ce territoire a fait l'objet de nombreux sondages dès les années 50 qui ont permis d'identifier un forum, des thermes, un temple, enfin bref, toute une agglomération et cette villa à proximité. Les fouilles ont été menées de 1960 à 1988. Donc ce sont des fouilles menées par des bénévoles dont les responsables d'opération étaient Monsieur de Boissy, Jean-Marie Lardy et Bruno de Sachy. Donc la villa n'a pas été fouillée entièrement, donc différentes pièces ont été identifiées, notamment deux salles sur Hippocauste, des caves aussi dans ce secteur, et un bâtiment secondaire d'orientation différente. Les décors que nous allons vous présenter, donc il y en a 3, proviennent de la salle blanche, de la galerie et du bâtiment annexe, vraisemblablement des petits thermes. Au niveau de la chronologie, les archéologues proposent, selon la stratigraphie, une première occupation dès la première moitié du 1er siècle avec des murs en torchis, ensuite l'aménagement des salles à Hippocauste dans la deuxième moitié du 1er siècle et un abandon vers le début du 3e. Donc nous avons identifié 3 ensembles majeurs et ensuite des éléments résiduels. Ces ensembles se distinguent par leur support, mais également évidemment par leur décor. L'ensemble 1 que je vais vous présenter maintenant était dans un état de conservation globalement assez bon, avec le seul inconvénient qu'il avait été traité dès le terrain, c'est-à-dire qu'on avait souhaité consolider la couche picturale, comme ça se faisait parfois à l'époque, avec du paralloïde, ce qui fait que l'ensemble de la couche picturale est aujourd'hui un peu difficilement lisible, mais les tests de nettoyage montrent que lors de la restauration, on améliorera la lisibilité de cet ensemble. Au niveau de la documentation archéologique, ça a été vraiment une enquête dans les archives pour essayer de replacer ces décors dans leur salle, puisque un reconditionnement malheureux à une époque indéterminée a fait qu'on a perdu énormément d'informations de provenance et les étiquettes étaient un peu floues, voire mélangées, voire contradictoires. Donc il y a eu un gros travail, je vous le développe pas ici. Mais parmi les documents trouvés dans les caisses, ces dessins réalisés par Viviane Joie et Claudine Lebrun nous apportaient des informations sur ce premier ensemble, c'est-à-dire un dessin qui montrait l'état au moment de la découverte des plaques au sol. Malheureusement, aucune indication sur ces dessins, si ce n'est le nord et un mur, donc pas d'indication ni de site ni d'US. C'est vraiment en remontant les plaques qu'on s'est dit « Ah tiens, ça c'est le dessin de ces plaques ». Et comme indication également le fait que chacune des feuilles libres portait un numéro et avait un ordre et qui montrait justement cette position de ces plaques en fouille.
Une fois le décor recomposé, donc on a pu faire le lien entre les différentes plaques et ces dessins. Et le mois dernier, nous avons reçu, mieux vaut tard que jamais, cette photo qui montrait qu'effectivement, ce qu'on avait compris comme étant un effondrement lié à une démolition mais non remaniée était cohérente et qu'on avait bien ces plaques en position qui nous aidaient aussi dans la compréhension du décor. L'étude donc de ces peintures ont montré donc un décor composé de tableaux renfermant des scènes de jeu en amphithéâtre. Alors vous voyez que c'est pas très lisible, mais bon voilà, le dessin maintenant montre un peu mieux ce que l'on a ici. Donc vous avez un combat entre deux gladiateurs, un rétiaire à gauche et un sécoutor ici à droite que l'on reconnaît grâce à leurs équipements. Donc le sécoutor porte son casque à cimier, une manica, son bouclier, voilà son bouclier. Ensuite le rétiaire qui est, vous voyez, ils sont incomplets, donc il ne conserve pas sa tête, mais on a le long manche ici qui indique vraisemblablement son trident. Il porte également un glaive ici, une manica et sa seule protection qui est cette espèce de caleçon serré par une ceinture large. Évidemment, le combat entre le rétiaire et sécoutor sont les représentations, ce sont les gladiateurs les plus appréciés et les plus représentés dans les artefacts de l'Antiquité. Évidemment, la mosaïque est pour nous des documents précieux puisque très, très précis. Et je ne vous citerai pas toutes les mosaïques qui représentent ces deux gladiateurs, mais la plus proche au niveau de la composition est cette mosaïque de la Villa de Nénig où on retrouve un schéma assez similaire. Sur la plaque que nous avons, vous voyez qu'ici c'est très usé, mais on devine des traces de couleur blanche et de carnation qui permettent de peut-être penser que l'arbitre se trouvait à gauche de la composition. Mais bon, évidemment. Donc voilà les détails de ces deux plaques. Vous voyez une très belle facture, hein, les modelés des corps sont soigneusement représentés et les équipements bien détaillés. Le deuxième tableau, lui, est beaucoup plus énigmatique et plus difficile aussi à lire. Donc vous voyez, vous reconnaissez donc un personnage dont les jambes sont clairement visibles grâce à ce modelé soigné, le bras ici. Le personnage est assis sur une caisse que vous avez représentée en perspective, avec une partie plus sombre ici qui pourrait être la porte de la caisse. Une deuxième plaque qui a été associée à cette première, qui pourrait être la tête de ce personnage. On n'a pas trouvé l'assemblage qui atteste ce rapprochement, mais la polychromie du vêtement est similaire, donc on pense que c'est tout à fait plausible. Donc ce personnage est vêtu d'une ample tunique à manches, on voit les emmanchures ici, donc ce bras. Le bras ici est recourbé devant le ventre, il tient un objet rectangulaire jaune que nous n'avons pas pu identifier. Et de sa main droite, il tient ce long truc un peu énigmatique, assez large et strié dans le haut, qui pourrait en fait être la porte de la caisse. Parce que effectivement, dans la recherche d'interprétation, étant donné qu'on a déjà une scène d'amphithéâtre, on va chercher l'interprétation dans le même répertoire iconographique, et donc peut-être ici une scène liée à une vénatio. Et donc le personnage serait en train de lever la porte ou la grille de la cage pour libérer un animal qui devrait agresser un personnage que l'on n'a pas, qui serait ici. Donc voilà les détails de ce personnage avec ce drapé très ample, hein, cette tunique très ample resserrée à la taille qu'il porte, le visage, vous voyez, soigneusement détaillé et qui ne semble pas juste, hein, ici, ça n'a pas l'air d'être une chevelure puisque c'est assez débordant, mais il semble qu'il porte aussi, on ne va pas dire que c'est un casque parce que la couleur n'évoque pas le métal, mais peut-être une sorte de bonnet ou de chapeau en cuir, enfin un élément qui lui protège la tête. Les représentations de cages donc on a énormément de scènes de vénatio représentées sur les mosaïques, hein, qui sont quand même nos images de référence.
en tout cas, je n'ai pas trouvé de cage associée à ces représentations spécifiques. En revanche, dans les mosaïques qui montrent la capture des animaux en milieu sauvage, on a tout un répertoire, notamment de nombreuses représentations sur la mosaïque de la chasse à Piazza Armerina, où vous voyez les différents types de caisses qui ont été identifiés par une étude menée par François Bertrandi, donc qui fait l'inventaire de ces représentations. On en voit une ici dans la mosaïque d'Hippone, dans la chasse à Carthage, vous l'avez ici, et ce très beau dessin qui rappelle les fresques de la tombe des Nasonii à Rome. La tunique que porte ce personnage ne peut pas faire de lui un vénator. En revanche, elle semble assez proche de la tunique du rabatteur que l'on a ici sur la mosaïque de la chasse à l'ours à Rome, et également sur la plaque Campana que vous avez ici, où on voit ce dresseur avec son pieu en train d'encourager le lion à attaquer le vénator. Et il est intéressant aussi de voir ici ce personnage qui porte cette espèce de casque, ou de chapeau, de bonnet, enfin ce que vous voulez, qui semble assez proche de ce que l'on a ici à Épirus. Au niveau de la composition, donc l'effondrement permet de penser que ces deux tableaux étaient voisins. Les quelques plaques conservées permettent de dire que le panneau de la Venatio était bordé de compartiments étroits rouges. En revanche, les gladiateurs étaient bordés de compartiments verts, mais on n'a pas les éléments qui permettent de relier les deux. De même qu'au-dessus des gladiateurs, on a un champ rouge, au-dessus de la Venatio, un champ vert. Donc on ne comprend pas bien l'organisation du décor, mais il pouvait avoir des éléments en perspective pour créer des effets architecturaux qui nous échappent aujourd'hui. De même, on n'a pas la dimension de ces tableaux, puisque vous voyez que la hauteur n'est pas conservée ni la largeur, donc les restitutions sont proposées en fonction des proportions des personnages et éventuellement de la présence d'un personnage supplémentaire dans chacun des tableaux, donc ce qui fait environ 70 cm de haut pour 110 mètres de large. La question est de savoir où se positionne ce tableau, puisque je l'avais dit déjà pour le décor de Tongres, ça fait partie de nos préoccupations de savoir où va-t-on placer ça. Ce type de scènes, on les trouve à la fois en zone inférieure, zone médiane ou zone supérieure. En zone inférieure, on les connaît par exemple dans la villa de Méchern, mais ces décors sont à la fois alors représentés sur un fond uni, alors que nous, on a des personnages représentés sur un fond nuancé vert. Et donc ça se rapproche davantage des exemples que l'on a par exemple à Mérida, ici, où les tableaux sont représentés en zone médiane, ou l'exemple de Tongres, même si ce n'est pas des gladiateurs, mais le principe du tableau en zone supérieure. Donc le décor d'Épirus se rattache davantage à cette série et intégrerait sans doute un corpus du IIIe siècle. Donc on le sait, la présence de scènes figurées dans les décors des habitations est toujours indicateur d'un contexte remarquable. Les représentations de jeux en amphithéâtre ont une résonance encore plus particulière, car elles peuvent être considérées comme des commémorations de jeux offerts par le dominus, commanditaire du décor. Spectacle très populaire, les jeux en amphithéâtre ont donné lieu à une iconographie abondante en mosaïque, source d'informations majeures grâce à leur réalisme et à la richesse des détails. Le combat entre le rhétière et le sécutor y trouve une place privilégiée. En peinture murale, les vestiges sont plus rares, sans doute en raison de la fragilité du support. Pourtant, selon Françoise Dumasy, c'est d'abord dans la peinture que les Évergètes ont matérialisé leur volonté commémorative. En Gaule, la tradition romaine de la peinture commémorative est désormais attestée par de nombreux vestiges issus d'habitations remarquables du IIe et IIIe siècle. Citons quelques exemples: le décor de la villa du Liégeau à la Croisille-sur-Briance, la villa d'Yvonne-en-Mordant. Alors à Périgueux, donc deux exemples dans la Domus de Vaisonne et sur le terrain de l'Estrade. Également à Autun, le décor du faubourg d'Arroux, ou encore la villa de Masbracht, où les gladiateurs sont représentés en majesté dans les panneaux. Ces quelques exemples non exhaustifs montrent que finalement les représentations de Munera en peinture murale ne sont pas si rares. En revanche, leur état de conservation est souvent ingrat et les vestiges très lacunaires.
Les décors viennent ainsi finaliser l'acte d'évergétisme de l'éditeur en créant l'image qui va en assurer la mémoire. Les nombreux graffitis qui relatent les combats de gladiateurs sont également là pour raconter et transmettre le souvenir de l'événement dans l'intimité des maisons. Ils montrent l'engouement pour ces jeux qui passionnaient les foules et confirment l'existence de jeux dans ce territoire où un bâtiment de spectacle a été identifié. Donc voilà, vous venez de découvrir le décor. Vous venez de découvrir le décor de la pièce dite pièce blanche. Je vais vous montrer quelques éléments de décor qui ont été découverts dans la galerie donc située à côté. Elle a fait l'objet d'un simple sondage. Donc c'est le mur qui se trouve côté côté est de la galerie, tout en haut. C'est un sondage de 1981 et qui nous ont donné quelques éléments. Voilà, donc là, vous avez des éléments de zone inférieure qui était une zone compartimentée avec deux traits à peu près parallèles qui nous ont fait penser à une guirlande végétale un peu simplifiée qui était probablement suspendue à l'angle des compartiments. Donc en effet de ruban plutôt que de guirlande végétale. Dans les petits compartiments des éléments végétaux, on n'avait que quelques fragments résiduels, donc impossible à interpréter. Voilà la composition générale théorique, puisqu'on n'avait que quelques éléments, avec une composition en zone médiane d'édicules rythmant la paroi et un jeu de couleurs dans les tons ocre pour les panneaux et sur un fond noir rougeâtre ou rouge noirâtre un peu indéterminé qui avait déjà été repéré notamment à Bayeux. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Les panneaux donc, sont en forme d'édicule avec un effet de relief et l'entablement de mouluration aussi, donc constitués de colonnettes et sur ces édicules, donc les colonnettes et l'entablement qui est au-dessus, qui est lui orné d'objets en acrotère. Et donc je crois que j'ai un détail, voilà. Donc l'un d'entre eux qui est le mieux conservé est constitué d'un pied droit, donc c'est un vase particulier. Le pied est étroit, le corps est assez est ovale, le col est allongé et la lance est de grande dimension. Et cette forme-là est caractéristique des Onokoé. La particularité, c'est qu'on a des éléments qui sont un petit peu perturbants, notamment cette partie-là qui est traitée un petit peu à la manière du vase, mais que l'on a finalement détaché de cette représentation et qui pourrait appartenir plutôt à la composition de l'objet central qui est probablement un clipéus. On en a quelques fragments, vous voyez ici, qui est accroché par des rubans. Là, vous avez un détail de ce candélabre qui est traité en bichromie avec une partie claire et une partie foncée. Le jeu des couleurs est assez recherché. Je crois qu'on n'a pas trop le temps pour rentrer dans les détails. Je vais passer un peu vite. Donc le candélabre est rythmé par des touffes, des bouquets de feuilles avec des parties un petit peu des tiges végétales qui sont assez souples et qui se rendent que l'on retrouve régulièrement sur toute la hauteur de la hampe. Donc c'est ce qu'on peut voir. J'ai pas de détails. Donc ces éléments-là qui étaient très altérés, mais on a pu lire d'un peu plus près les mêmes tiges végétales qui se reproduisaient tout le long. C'est pour ça qu'on a interprété on a reproduit ces éléments tout le long de la hampe.
Donc par rapport à la couleur, on s'est posé la question, est-ce que c'est volontairement noir? Est-ce que le noir a disparu? Est-ce que il y avait toute une réflexion là-dessus? Et les coupes stratigraphiques qui ont été réalisées à l'IRPA par Yana Saniova ont permis déjà de voir qu'il n'y avait pas de couche noire. Donc là, vous avez la partie en réau blanc qui permettait de conserver éventuellement un peu mieux la couche picturale du fond. Et on s'attendait à avoir une couche noire qui expliquait pourquoi on avait ce rouge noirâtre, un petit peu violacé, un petit peu moiré, cet effet-là. Et donc cette couche, c'est uniquement une couche majoritairement d'hématite et d'ocre rouge et ponctuellement de noir de carbone, et là vous avez ici un gros grain de manganèse, mais qui est très dispersé et qui ne constitue pas le corps de la couche picturale qui a donné cet effet-là. Donc c'est essentiellement, on peut résumer ça comme ça, c'est essentiellement les ocres à base d'hématite qui ont ces colorations. Donc il faut se méfier au niveau visuel aussi de l'interprétation qu'on peut avoir spontanément sur ces couleurs. Donc au niveau des comparaisons, l'exemple de Chartres est assez proche avec ces rubans, vous voyez ici, qui sont accrochés là à un filet intérieur, donc d'encadrement intérieur, qui est daté de la fin du IIe siècle de notre ère. Au niveau des candélabres, vous avez le candélabre des pieds qui s'inscrit dans la série des candélabres végétalisés à hampe axiale. Et l'exemple de Villarderia est un des exemples qui montre une touche simplifiée, vraiment particulière. Mais les exemples locaux sont les exemples d'Amiens et de Genainville, sont beaucoup plus proches au niveau du traitement simple. Vous avez ici un aperçu sur le terrain avec ces tiges végétales qui sont réalisées de manière plus rapide et plus spontanée, et que l'on retrouve et qui se reproduisent tout le long de la hampe. Donc ces exemples-là permettent de dater les décors à partir de la deuxième moitié du IIe siècle. Ce sont des exemples, ce sont des modèles locaux et qui ont été certainement reproduits à cette époque-là, vraiment dans la région. Au niveau des vases, donc on les trouve très couramment dans le vocabulaire ils appartiennent au vocabulaire de la peinture romaine. Vous avez l'exemple de Bosco-Réal et cette Nokoé que l'on trouve aussi un peu dans tous les registres de la paroi, et notamment à Chartres. Vous avez ici vous l'avez ici sur une ombelle. À Fréjus aussi, c'est sur des ombelles qui sont elles sont positionnées, et à Orange aussi en position centrale axiale. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire autre chose. Et donc pour finir le troisième ensemble, donc juste quelques fragments qui montrent ces éléments d'imitation de marbre de zone inférieure, et quelques fragments qui attestent l'existence d'un autre décor avec des gladiateurs, avec ce très beau casque à cimier, ici ce visage, et une plaque qui montre la manica d'un gladiateur, peut-être une fois encore un rétiaire, avec ici le départ du galérus, caractéristique de l'équipement de ce gladiateur, et ici le pommeau de son poignard. Donc voilà, alors ces quelques fragments sont attribués au terme. Or, les fouilleurs n'ont jamais appelé le bâtiment secondaire comme terme, mais comme bâtiment secondaire. Donc on se pose la question de savoir si ces fragments appartiennent vraiment bien au terme de cette ville-là, ou pourraient venir d'ailleurs, puisqu'il y a eu énormément de perturbations dans les indications de fouilles, et ce sera l'objet notamment du travail que Aurore Surel présentera juste après, qui a permis de remettre un peu les fragments dans leur case, dans leur caisse. Donc voilà. Merci à vous pour votre attention, et donc j'en profite pour vous montrer ce dessin un peu à la manga réalisé par une étudiante de l'Institut Saint-Luc de Tournai qui nous a fait ce dessin lors d'un stage à Soissons.
Grand merci pour votre présentation qui nous a montré d'intéressants décors. J'imagine que ça a dû susciter des questions. Oui. Merci. Tu peux ajouter à tes comparaisons la comparaison de Lyon, de la villa de Lyon, avec les scènes d'amphithéâtre qui sont aussi en partie basse et qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques et que tu connais bien puisque tu les as restaurées. Oui, tout à fait. J'ai bien dit, donc les exemples sont pas exhaustifs et d'ailleurs j'invite les professeurs de cette salle à éventuellement suggérer ce sujet pour les étudiants parce que ça vaudrait la peine de rassembler le corpus et d'en faire une synthèse, notamment iconographique et chronologique pour qu'on ait un peu des repères pour ce type de représentation. Oui, alors moi j'avais plutôt une question sur le motif derrière le Noké. J'ai un peu de mal à voir exactement ce que c'est. Tu avais mis ça en relation avec le Clipéus. Est-ce que tu pourrais nous remontrer? Oui. Et peut-être expliquer, c'est une espèce de guirlande? Je suis désolée, j'avais un détail, mais bon, elle est bien. Bref. Oui. C'est plutôt là-dessus. C'est de ce ruban-là dont tu parles? Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, alors en détail, il traverse. Alors, on s'est demandé s'il traversait ou s'il était derrière ou s'il était au premier plan. C'est ni l'un ni l'autre. Donc, c'était un petit peu ambigu, mais on a l'impression que ça continue ici. Et donc, si on fait le symétrique de ce ruban-là de l'autre côté, on se retrouve avec un jeu de ruban de volute bouleté qui est peut-être justement donc en lien avec ce nœud en coque qui soutient le Clipéus. Est-ce que c'est plus clair là? Oui, merci beaucoup. Oui, on a parfois, notamment par exemple à Genainville, les décors des pavillons, ce type de ruban qui se déploie un peu largement pour occuper l'espace. C'est une proposition, mais effectivement, on n'a pas les fragments pour affirmer que c'est ça. Mais en tout cas, c'est un peu difficile d'imaginer qu'il soit associé à cette forme d'oinokoé qui, normalement, ne comporte pas un long bec. Alors sinon, ça fait un peu une théière turque. Donc voilà, bon, ça reste hypothétique. Voilà, c'est toujours le problème du fragmentaire. Oui, merci beaucoup. Merci. Juste un détail iconographique. Dans la main gauche du récière, oui. Tu as dit qu'il y avait un glaive. Je m'étonne que dans la main gauche du récière, il y ait le glaive en même temps que la lance. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas aller chercher ce petit trait, une autre fonction à ce petit trait qui est en dessous. Je vois mal comment il peut sortir et le poignard et le trident. La lame est traitée en nuances de blanc bleuté et de noir. Mais techniquement, quand tu te bats, tu ne peux pas avoir les deux armes ouvertes. Mais il a son filet normalement dans l'autre main aussi. C'est voilà. Ma question. Moi, c'est pas ma spécialité, les gladiateurs, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on voit sur la peinture. Cet équipement, il semble que ça fasse partie de... C'est un point d'interrogation, mais je m'étonne qu'un glaive soit dans la main gauche. Commode, mais c'est pas facile, hein, la vie. Et en plus, avec l'autre arme déjà en main. Donc voilà, ça peut être un code, mais j'aimerais bien avoir un parallèle. Voilà, en tout cas, là, on voit clairement... alors même si on n'a pas l'extrémité du trident, on voit clairement cette longue tige. De toute façon, c'est un gladiateur qui est facilement identifiable car c'est le moins protégé, hein, donc il est quasiment nu, seul la manica et son caleçon. Et ces trois armes, bon, on n'a pas le filet ici, mais donc il est censé avoir un poignard et un trident et un filet. Plus, et pas de casque. Il n'est pas casqué. Non, les trois armes, c'est clair, mais dans la même main, ça me semble étrange. Bah oui, en plus avec la manica. Hein. Et la main gauche. Je suis assez d'accord, mais... J'avais une question. Une question. Bien. Juste, excusez-moi. Oui. Vous voyez cette plaque-là, elle a aussi une interruption un petit peu bizarre. C'est en raccord avec le sol. Et c'est ce dont on parlait hier.
Donc, on suppose qu'il y a un plancher qui pouvait couvrir ou quelque chose, un revêtement qui pouvait couvrir le bas du décor à un endroit. Donc, ils ne se sont pas donné la peine de finir le décor. Donc là, on se posait la question de la pertinence d'un plancher en bois dans la galerie. Donc, la question reste ouverte aussi par rapport à ça. Merci à tous. Merci beaucoup.